Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième présentation qui est partie prenante dans le fond du FME World Tour 2022, le FME World Tour virtuel cette année. La première étant la présentation des nouveautés de la version justement 2022. Aujourd'hui, cette présentation s'appelle FME dans un parcours vers la performance géospatiale. La troisième sera en juin, la présentation des gagnants du prix Excellence FME. Donc, je me présente, François Lagagnère, je suis le responsable du développement des affaires chez Consortec. Et dans le fond, aujourd'hui, la personne qui va faire la présentation est ma collègue Leslie McKenzie. Oups, je vois un petit pépin au niveau du partage de ton écran, Leslie. Leslie, tu m'entends? Leslie, est-ce que tu m'entends? Il semble avoir un pépin technique. Leslie, est-ce que tu m'entends? François, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. On a démarré. Tu ne m'entends pas. Hop. Tu ne m'entends pas. Je vais valider. Tu m'entends pas, Leslie? Les participants m'entendent, Leslie? Oui, maintenant je t'entends. OK. Bon, ben désolé tout le monde. Donc, c'est correct si tu peux partager ton écran, on va reprendre la présentation. Ce que je vais faire aussi, je vais reprendre la présentation. Vu qu'elle est enregistrée pour les gens qui n'ont pas eu la chance de se joindre, je vais la recommencer. Donc, désolé pour ceux qui vont l'avoir entendu une deuxième fois. Donc, bonjour et bienvenue à cette deuxième présentation du FME World Tour 2022 qui s'intitule FME dans un parcours vers la performance géospatiale. Dans le fond, c'est ça, c'est la deuxième de trois présentations. La première étant les nouveautés FME 2022 qui a eu lieu hier. Et puis, la troisième va être la présentation des gagnants au prix Excellence FME qui va avoir lieu en juin prochain. Donc, je me présente une deuxième fois, François Lagagnère, responsable du développement des affaires chez Consortec, et avec moi, ma collègue Leslie McKenzie, qui va faire la présentation aujourd'hui. Oui. Donc, rapidement, dans le fond, qui sommes-nous Consortec? Il y a une bonne majorité d'entre vous qui nous connaissez. Oui, on est le distributeur puis l'implanteur ou l'implantateur FME au Québec. Bon, on est avec Safe Software depuis longtemps, depuis 1999. Sauf que maintenant, on a évolué en tant qu'entreprise depuis maintenant une année et demie. On est devenu aussi partenaire officiellement Esri. Puis ça nous a permis aussi de revoir un peu notre positionnement au marché, d'où la présentation d'aujourd'hui, justement, comment FME s'insère dans un parcours vers la performance géospatiale. Donc, sans plus de préambule, je vais laisser ma collègue Leslie faire la présentation. Je vais gérer la portion questions et réponses dans le fond, de l'application. Donc, si vous avez des questions pour Leslie, je vais gérer, soit qu'on va pouvoir leur répondre directement pendant sa présentation ou à la fin, là, dépendant là, de la pertinence. Là. Oui. Alors, bienvenue tout le monde. La présentation qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était pour parler de FME, mais dans le contexte amélioration de la performance géospatiale. Donc, on va commencer un peu avec comment est-ce qu'on voit la performance géospatiale. C'est quoi le rôle de l'intégration de données, de l'automatisation des processus de données dans le contexte de la performance géospatiale? Comment est-ce qu'on débute avec une stratégie opérationnelle et tactique? Et
on va finir avec quelques exemples de différents types de projets d'automatisation qui tombent bien dans le contexte de la performance géospatiale en utilisant la technologie d'automatisation de FME plus les technologies d'Esri. Alors, on voulait commencer par définir un peu comment est-ce qu'on voyait la performance géospatiale, parce que c'est quand même un terme qui peut dire différentes choses et on voulait mettre un contexte à l'angle dans lequel on voulait parler. Alors, on peut voir la performance géospatiale un peu dans deux différents angles. Alors, on a divisé ça dans deux thèmes ou dans deux concepts. Le premier, c'était l'intégration de données SIG ou de données géomatiques ou de données spatiales dans l'entreprise, donc dans notre entreprise. Donc, notre entreprise, ça peut être une ville, ça peut être une compagnie, mais dans notre entreprise. Donc, comment est-ce que le fait d'amener de la géographie, donc amener des données spatiales ou des outils, peuvent aider les organisations ou comment est-ce que ça peut faire une différence dans leur secteur d'activité. Donc, souvent, on utilise des données géomatiques dans le contexte de meilleure prise de décision. Donc, on a de l'information qui donne un certain portrait et ça aide dans la prise de décision d'affaires dans différentes lignes d'affaires, par exemple. Donc, le département de planification, le département de ça peut être le département de travaux publics, ça peut être la gestion d'actifs. Donc, il y a ça. Et ou ça peut être comment est-ce qu'on peut mieux fonctionner ou être plus efficace dans nos opérations. Donc, si on prend le contexte de où sont nos travailleurs dans le chantier, par exemple, est-ce que ça nous donne un point de vue qui nous permet de gérer plus efficacement les opérations ou la charge de travail, par exemple? Et des exigences de conformité. Donc, souvent, on a des données dans un contexte pour suivre des normes. Donc, des normes de fournir certaines informations sur nos infrastructures, sur nos activités, sur différentes situations de problèmes. Donc, donc, le premier facette, c'est vraiment comment est-ce que amener la géographie peut faire une différence dans les opérations. Donne-moi juste une seconde. Et la deuxième considération, c'est vraiment, c'est quoi la capacité de mon département de géomatique, par exemple, de fournir les services et les produits. Donc, comment est-ce que les données SIG peuvent faire une différence dans une organisation ou peut amener des meilleures décisions ou de l'efficacité, mais c'est quoi ma capacité à fournir les produits, donc les données, les services, les cartes, comment est-ce que je peux servir servir mes données efficacement, surtout dans un contexte où il y a de plus en plus de données. J'ai quand même certains restreints en termes de budget, j'ai des restreints en termes de nombre de personnel, par exemple, mais j'ai quand même plus de demandes à gérer, j'ai plus de besoins et c'est une croissance dans les données que j'ai à gérer, mais aussi dans la complexité et dans les outils disponibles. Alors, c'est vraiment mon efficacité, je peux le déterminer par, est-ce que je suis capable d'intégrer mes données avec les autres systèmes, dans les autres lignes d'affaires, par exemple. Est-ce que je suis capable de choisir les bonnes applications pour, au bon moment, avec les bons outils pour prendre les bonnes décisions ou pour aider s'intégrer dans le travail des autres départements et comment je m'intègre ou j'intègre mes données, mes outils, mes services comme géomaticien dans les processus d'affaires de ces autres lignes d'affaires, par exemple. Alors, on peut aussi expliquer la performance géospatiale. C'est un moyen qu'un département de géomatique peut se positionner comme un contributeur stratégique à une organisation.
mieux gérer. Donc, encore une fois, revenir à mon premier facette, donc le concept que est-ce que amener des outils et des données géomatiques peut améliorer la performance de l'organisation en général dans le but de rencontrer les objectifs d'affaires, par exemple. François, je crois que tu as un sondage que tu voulais faire. Exact, oui, pour valider justement où vous en êtes. Donc, je vais le partager. Donc, est-ce que vous considérez que votre département réussit à mettre les données SIG au service de votre organisation? En lien justement avec ce que Leslie vient d'expliquer. Donc, je vais vous donner quelques secondes pour voter. C'est fait de façon anonyme, donc soyez pas gênés là, de. Encore 5 secondes, je vois des votes encore qui entrent. Et je vais publier le résultat. Donc, on a 38% qui disent oui, absolument, donc qui réussissent à mettre les données SIG au service de l'organisation. Puis, il y en a 2 tiers qui disent oui, mais on pourrait en faire plus. Et puis, aucun ont dit non, que vous ne réussissez pas. Donc, ça, c'est bon. Pour l'avoir fait hier en version anglaise, il y avait quand même plus, il y avait des gens qui ont voté non, puis le pourcent, sinon, la répartition était pas mal similaire. Là. Donc, je ne sais pas laisser un commentaire sur le résultat de ce sondage-là. Non, pas nécessairement. Je pense que c'est très semblable à ce qu'on a vu hier. Là. OK. Puis l'autre question est en lien avec le second angle de performance géospatiale. Est-ce que vous considérez que votre département fournit suffisamment de produits et services SIG? Donc oui, absolument. Oui, on peut faire mieux ou non, pas assez. Je vais publier le résultat dans 5 secondes. Je laisse encore un petit peu de temps pour voter. Ça semble se stabiliser. Donc, on voit ici dans ce cas-là, bon, on a encore un 2 tiers qui est à peu près, le 2 tiers qui considère que oui, on peut faire plus. Il y en a 16% qui disent vraiment, là, on le fait de façon extrêmement efficace. Puis il y en a un 13% qui ne sont pas encore rendus où ils souhaiteraient l'être. Un peu plus en ligne avec ce qu'on a vu hier. C'est bon. Tu peux Je poursuivre, continue? Absolument. Oui. Donc, c'est quoi les défis dans la performance géospatiale les dernières années? Un des défis, je crois, c'est, j'utilise souvent ce graphique. C'est un graphique que Safe Software a maintenu dans le temps. Au début, c'était tous les années de FME avec le nombre de formats. Et les formats, c'était surtout des formats géomatiques traditionnels, vectoriels, mais ils ont évolué le graphique même avec les années pour démontrer non seulement le nombre de formats qui sont supportés dans FME, mais avec le temps, mais démontrer aussi qu'il y a eu une évolution dans les types de données qu'on appelle des données spatiales. Donc, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'évolution. On ne parle pas juste des données traditionnelles vectorielles, mais on a des données LIDAR, on a des données 3D, il y a on utilise des formats, des applications dans l'info nuagique beaucoup plus souvent. On voit aussi dans les évolutions plus récentes, on voit comme par exemple les formats de jeux vidéo, par exemple. Donc, on voit comme vraiment l'industrie de jeux vidéo utiliser des données géomatiques pour créer la base de leur monde 3D, mais on utilise aussi maintenant des technologies en arrière des scènes, des technologies de visualisation dans les outils géomatiques pour emprunter ou utiliser des technologies qui viennent du monde des jeux vidéo. Donc, on voit vraiment comme une augmentation vraiment dans les types de données, les types de formats comme vraiment précis pour différents fins et utilisations. Et avec le temps, on voit, on a des types de données plus complexes, on a des plus grands volumes de données et
plus de types de technologies aussi qu'on peut intégrer nos données avec. Et ça nous amène différents types d'outils d'analyse ou d'outils de possibilités ou de façon de diffuser l'information, mais on en a quand même de plus en plus avec le temps. Et quand je pensais à cette présentation, j'avais aussi réfléchi. On voit aussi que le temps devient un facteur aussi. Il y a 20 ans, je me souviens d'avoir pris peut-être 2 semaines pour préparer une carte. Alors, on préparait une carte dans les outils très spécialisés géomatiques, avec des données très spécialisées géomatiques. On imprimait la carte sur du grand papier et ensuite on révisait la carte, on faisait des corrections à la main, on retournait à l'ordinateur, on faisait les corrections et là, finalement, on imprimait une carte 1 ou 2 semaines plus tard, la carte parfaite qu'on mettait dans un rouleau et on envoyait à notre client qui révisait la carte, faisait ses changements, retournait par la poste la carte et là, on faisait les changements dans nos données géomatiques. Donc, ce type de flux de travail, il y a très longtemps, a beaucoup évolué maintenant. Donc, on n'est plus dans un silo où on produit et on prépare une carte et ensuite on livre, voici la carte géomatique pour utiliser dans vos opérations. Maintenant, on s'intègre dans les opérations des autres d'une façon beaucoup plus naturelle. Donc, il y a vraiment comme une évolution dans même la façon qu'on interagit avec différents départements. Si on pense à la performance géospatiale, on peut penser c'est quoi les différentes facettes de la géomatique et on peut regarder ça comme dans ces 5 piliers-là. Alors, on a les données, par exemple. Donc, les données, c'est vraiment la base, c'est mon information de base. Ça peut être dans différentes formes, dans différents systèmes. Mais j'ai quand même une base de données et je dois m'assurer que, tu sais, je suis capable d'avoir une idée de c'est quoi la confiance que j'ai dans les données, que j'ai suffisamment d'informations, que mes données sont complètes, que mes données sont à jour dans le bon format, par exemple. J'ai les technologies. Donc, les technologies me permettent de diffuser mes données, de les préparer, de faire des analyses. Donc, il y a de plus en plus de technologies disponibles. Donc, et on peut voir que les technologies vont impacter la forme des données. Les données vont impacter mes choix technologiques. Donc, chacun des piliers influence les autres. J'ai les compétences de mon équipe. Donc, dans la nature d'aujourd'hui, on voit il y a plus de mouvements de personnel que dans le passé, par exemple. Donc, il faut que je pense à comment est-ce que je maintiens les compétences dans un monde où les technologies évoluent constamment, mais aussi que peut-être mon personnel évolue aussi. Donc, comment est-ce que je maintiens que je développe les compétences de mon équipe d'une façon efficace? Comment est-ce que je peux évaluer et améliorer mes processus? Donc, les processus utilisent ça implique mon équipe, ça implique mes technologies, ça implique mes données. Et les processus, on peut regarder ça à les processus internes de mon département géomatique. Donc, comment est-ce que je prépare ou comment est-ce que je fais mes opérations pour préparer, analyser, développer mes données, mes technologies. Mais je peux aussi regarder à les processus plus largement, les processus de l'organisation dans lequel que je dois m'inscrire pour apporter de la valeur, pour améliorer la performance globale de l'organisation. Donc, comment est-ce que je m'insère dans un processus de gestion d'actifs comme fournisseur de données et d'outils géomatiques? Et finalement, la gouvernance. Donc, on a des technologies, on a des données, on a une équipe, mais la gouvernance, c'est vraiment ce qui va gérer comment est-ce qu'on utilise la technologie. C'est quoi les règles d'affaires? C'est quoi les méthodologies? C'est quoi les rôles et responsabilités? Donc, la gouvernance englobe un peu le tout parce que ça impacte la technologie, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on l'installe, comment est-ce qu'on l'implante. Ça impacte les processus, ça impacte suivre les règles d'affaires, s'assurer que on rencontre les bons standards. Ça peut impacter les données, comment est-ce que je gère les données, ça impacte les compétences et ça impacte l'équipe. Donc, c'est quoi les rôles et responsabilités de chaque? Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un... on dit souvent
un accident, mais on peut dire que si quelqu'un va gagner le 50 millions et trouver un nouveau chemin dans la vie tout d'un coup, par exemple, il faut que je pense à toutes ces choses-là englobées par la gouvernance. Donc, c'est quoi un peu le rôle de l'automatisation? Donc, nous autres, dans ce qu'on fait, c'est souvent qu'on amène, tu sais, on amène la technologie d'automatisation via peut-être FME ou avec les outils d'Esri aussi, mais on va utiliser les technologies d'automatisation et d'intégration de données dans FME pour améliorer souvent les processus. Donc, on veut penser à être capable de amener les bonnes données ou les bons outils dans les processus aux bons utilisateurs au bon moment, dans le bon format, dans le bon contexte pour que on s'intègre de façon efficace dans l'organisation et dans les processus. Alors souvent, la façon qu'on va débuter, alors moi, je vais parler vraiment du point de vue d'améliorer les processus pour améliorer la performance géospatiale. Mais je vais juste commencer avec un portrait de, OK, comment est-ce que je peux améliorer d'une façon globale ou d'un point de vue global la performance géospatiale? Donc là, je vais parler un peu de la performance de mon équipe. On peut passer en revue, on veut passer premièrement en revue les stratégies d'affaires globales de l'organisation, le rôle du département géomatique, et ça peut être le rôle du département géomatique ou d'informatique, parce que souvent la géomatique se fait au sein de l'informatique maintenant. Pour être capable d'identifier c'est quoi les objectifs de ce département-là ou de mon département. Et quand j'ai les objectifs d'affaires, là, je suis capable d'évaluer chacun de ces piliers-là en point de vue d'identifier sont où les écarts ou où sont les opportunités. Donc, on peut regarder ça comme un écart ou on peut regarder ça du point de vue d'une opportunité où je pourrais faire des changements ou des améliorations pour être capable d'offrir plus de services, offrir mes services plus efficacement et mes données aussi. Alors, si je pense à, par exemple, donc ça, c'est une vision plus globale de commencer une stratégie, donc une stratégie pour le département de géomatique. Mais maintenant, je vais passer à un point de vue plus opérationnel ou un point de vue plus tactique. Et je vais penser, je vais juste revenir sur cette slide, au concept de révision de processus, OK? Parce que c'est nous autres, on parle souvent, c'est quoi le contexte de FME dans ce portrait-là. Souvent, on veut utiliser FME pour améliorer des processus, pour améliorer de l'intégration. Donc, on va regarder de ce point de vue-là et on va regarder de ce point de vue-là dans un contexte opérationnel parce qu'on a une stratégie. Donc, une stratégie, c'est généralement en lien avec des besoins d'affaires ou avec des objectifs d'affaires. Alors, on crée une stratégie. Mais après ça, la stratégie, elle doit se décomposer dans des actions tactiques et opérationnelles. Donc, je dois créer des actions actuelles pour rencontrer mes besoins d'affaires ou mes stratégies. Donc, je peux regarder ça un peu comme dans 5 étapes. Alors là, je regarde vraiment le côté d'améliorer mes processus. Donc, souvent, quand on commence avec une organisation, avec FME, on va regarder à définir les types d'automatisation et les types d'intégration dans l'organisation. Et on trouve que faire une définition de ces items-là, ça nous donne la possibilité d'avoir un langage commun sur lequel on peut se baser quand on va ensuite évaluer des opportunités. Après ça, on va faire une liste des opportunités d'automatisation. Donc, on va généralement, dans l'organisation, on peut penser à différents contextes que, OK, si on peut améliorer ce processus-là ou le rendre plus automatique, on va avoir des gains. Les gains, ça peut être des gains en termes de rencontrer des besoins d'affaires, ça peut être des gains en termes de sauver du temps, et ce temps-là peut être utilisé à
à rencontrer d'autres besoins d'affaires. Alors, on commence avec une liste des opportunités et ensuite, on passe à une évaluation qualitative. Et une évaluation qualitative, l'idée, c'est de passer à travers de cette liste-là et d'évaluer où sont vraiment des opportunités pour vraiment avoir un impact. Et ça nous permet de faire ensuite une priorisation et un plan d'implantation. Et finalement, on passe à nos projets en plus de détails. Là, on va regarder nos processus plus en approfondi. Parce que si on essaie de commencer avec une liste et de vraiment faire un diagnostic approfondi de chaque processus, on va se noyer peut-être dans un gros portrait avant qu'on puisse être capable d'évaluer lesquels avaient un potentiel de vraiment ramener de la valeur, par exemple. Donc, si je pense au premier, c'est définir les types d'automatisation. Donc, quand on commence et on regarde du point de vue de FME, de FME Server, souvent, la première chose qu'il faut faire, c'est identifier un peu qu'est-ce qui est possible en termes d'automatisation, en termes d'intégration. Quelle sorte d'opération est-ce que je pourrais implanter? Donc, souvent, on aime donner des catégories ou donner des titres à ces catégories-là pour être capable de comprendre les options d'automatisation qui existent, pour être capable ensuite d'évaluer chacun des opportunités en point de vue de comment est-ce qu'on peut faire cette intégration-là. Souvent, c'est un peu aussi parce que au début, le monde ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes d'intégration ou en termes d'automatisation. Donc, il faut être capable de donner une définition de ça pour être capable ensuite de penser à nos processus dans ce contexte-là. Donc, on peut regarder à l'intégration d'applications natives. Donc, deux applications peuvent avoir certaines intégrations qui sont juste pré-bâties dans le système. Si je pense à un outil comme CityWorks, par exemple, il y a une intégration naturelle avec les données dans la plateforme d'Azri. Donc, ça donne une certaine intégration nativement. Il y a l'exploitation des services web. Est-ce que je suis capable d'automatiser ou d'offrir mes données en termes d'un service web? Et comme ça, dans cette façon-là, les données seraient automatiquement disponibles. Une intégration peut être application à application. Et ce contexte-là commence à être de plus en plus populaire dans les années récentes. Ça, c'est une intégration un peu plus transactionnelle. Souvent, j'aime dire ça parce que c'est comme une donnée dans une application va actionner une entrée dans une autre application. Donc, ça serait record par record, comme action individuelle par individuelle. Donc, ça, c'est différent que quand je prends traditionnellement tout un lot de données et que je les déplace dans un autre système avec des scripts ou des automatisations. Ça, c'est vraiment quelque chose arrive dans une application et ça déclenche automatiquement un transit d'informations dans les autres systèmes. J'ai aussi les tâches planifiées. Donc, ça, c'est des tâches qui sont répétitives et prédictibles. Donc, je suis capable de savoir exactement comment souvent, à quelle fréquence et quel volume d'informations je vais transiter d'un système à un autre et quand ça aurait lieu. Donc, ça, c'est un peu le traditionnel d'utilisation d'FME, si on veut. Et ensuite, on a des processus que j'appelle ad hoc. Donc, ça, c'est des processus, ça, c'est de l'automatisation où, au lieu que moi, la personne de géomatique, je vais fournir à la demande l'information à un utilisateur, je vais rendre disponible que l'utilisateur soit capable d'aller chercher l'information par lui-même quand il y aurait besoin. Donc, il va exécuter un rapport ou il va faire une demande d'information, d'extraction d'information dans une forme, mais je m'enlève du milieu de ce processus-là et comme ça, il y a une automatisation dans la disponibilité de cette information pour mon utilisateur. Donc, on peut regarder à l'intégration et l'automatisation dans ces différents contextes. Et ça nous aide à savoir un peu comment est-ce qu'on va
appliquer de l'automatisation dans nos processus pour les améliorer, par exemple. Mon item numéro 2, c'était faire une liste des opérations en géomatique qui pourraient bénéficier d'une automatisation ou d'une intégration. Donc, souvent, c'est de commencer à haut niveau et de dire quelles opérations est-ce que je retrouve des tâches répétitives, par exemple. Ça pourrait être une opportunité. Donc, une série de 5 ou 6 étapes, par exemple, qui sont toujours les mêmes que techniquement un script pourrait faire. OK? Donc, ça, c'est souvent des opportunités pour de l'automatisation. Des scripts disparates qui sont en fin de vie. Ça, c'est une autre opportunité pour appliquer FME dans un contexte d'automatisation. Souvent, on va avoir des scripts rattachés à des vieux systèmes ou sur des anciennes machines. Et quand ils viennent fin de vie, dans le sens que c'est une des applications, une des plateformes impliquées dans la solution évolue ou va changer, c'est là qu'on a une opportunité de repenser comment cette intégration se fait et est-ce qu'on veut ramener cette automatisation-là dans un contexte centralisé et plus point de vue entreprise comme FME Server, par exemple. Où est le SIG impliqué dans d'autres processus d'affaires? Donc, à certains moments, dans certains processus, je dois fournir une carte ou fournir des outils ou fournir des données. Est-ce qu'il y a des opportunités d'automatisation pour que si, par exemple, je fais la cueillette de l'information sur le chantier avec des outils, que automatiquement cette information-là pourrait se rendre dans mon système de gestion d'actifs ou dans mon système de gestion de travail. Alors ça, c'est des opportunités de, est-ce que au lieu que la carte soit une étape à part intégrée dans le système, comment est-ce que je peux l'impliquer dans le processus d'une façon automatique ou d'une façon naturelle, par exemple. Le libre service pour retirer la géomatique. Ça, c'est comme j'ai dit, ça, c'était le cas que j'ai mentionné tantôt, où je dois préparer d'une façon un peu répétitive des jeux de données pour livrer à d'autres. Ça peut être d'autres départements, ça peut être des utilisateurs externes, mais je dois faire, je peux pas juste offrir un lien avec un jeu de données, je dois travailler la donnée, mais d'une façon prédictible pour que je sois capable, pour que je puisse appliquer de l'automatisation. Donc, encore une fois, ça, c'est de me retirer pour ne pas être dans le milieu, à avoir à produire cette donnée-là. Je donne accès à l'utilisateur automatiquement d'avoir l'information comme il a besoin. Et des tâches d'extraction de données qui viennent de d'autres systèmes ou vers d'autres systèmes. Donc, il y a souvent des besoins. Récemment, on a développé un processus pour envoyer des données dans le système de Waze. Il y a souvent des besoins d'envoyer des données dans d'autres systèmes, mais les données doivent être structurées d'une certaine façon pour rencontrer la norme ou la structure de données de l'autre système. Donc, on a différentes opportunités. Donc, on veut regarder c'est où nos opportunités pour améliorer des processus et on va faire une liste de ces opportunités-là. Après ça, on fait notre évaluation qualitative et ça nous donne une idée rapidement de savoir où dans cette liste de potentiels, où est-ce qu'il y a du réel potentiel, où est-ce qu'il y a des bons gains potentiels d'amélioration de performance. Donc, souvent, on commence par définir l'idée, le processus, le type d'automatisation. Souvent, on demande au début, est-ce que le processus est clair? Parce que des fois, c'est juste d'automatiser un processus qui existe déjà. Prends ses données, fait ses choses, livre ses données dans ce format. Mais d'autres fois, le processus n'est pas si clair que ça et on doit faire du travail de processus avant qu'on puisse appliquer de l'automatisation. Donc, parfois, on veut re-questionner le processus en soi pour être capable ensuite d'appliquer de l'automatisation dans la façon le plus efficace possible. Souvent, on veut évaluer aussi la complexité. Donc, la complexité versus la capacité de l'équipe en place pour être capable de créer le processus. La complexité aussi, ça peut nous donner une idée de
la valeur en termes de gain. Par exemple, j'ai déjà des clients, par exemple, qui ont automatisé un processus de création de PDF de cartes pour des changements de règlement de zonage, par exemple. Donc, à chaque changement de règlement, ils doivent produire automatiquement une série de 5 cartes dans 5 PDF avec une structure très précise, avec des couches très précises, avec une orientation très précise. Ce processus-là a pris très longtemps pour le client à développer. Il est très complexe, mais la ville en question est d'une grandeur suffisante que le temps que ça a pris à automatiser ce processus a emporté des gains en performance parce qu'ils en ont tellement à produire de ces cartes-là que l'effort a emporté des gains en performance importantes. Mais dans un autre contexte, si ça prend si la complexité d'automatiser le processus n'emporte pas des gains, peut-être c'est pas le meilleur choix d'appliquer de l'automatisation pour aller chercher des gains en temps ou des gains en efficacité ou à vitesse de livraison de l'information, par exemple. Et c'est important aussi de considérer c'est quoi le gain potentiel. Comme j'ai dit, souvent le gain évident, c'est parce qu'on veut sauver du temps. Okay? Alors, on prenait 5 heures à intégrer cette donnée-là une fois par semaine et maintenant, on est capable d'exécuter un script une fois par semaine et ça se fait tout seul. Et là, j'ai gagné peut-être 5 heures par semaine de mon technicien qui va travailler sur d'autres projets. Alors, ça, c'est un gain très évident, mais parfois, les gains sont aussi pour combler, comme j'ai dit, un besoin d'affaires ou un nouveau besoin dans l'organisation. Donc, ils ont besoin de l'information ou de l'information pour rencontrer, encore une fois, rencontrer des besoins d'officiels, d'être capable de fournir l'information. Donc, les gains ne sont pas toujours un gain en temps, mais c'est sûr que souvent, l'automatisation, ça tourne autour d'un gain en temps. Et finalement, la priorisation. Donc, on fait une liste des idées, des types d'automatisation qui sont possibles. Ensuite, on les évalue rapidement en termes de complexité, en termes de qu'est-ce que ça pourrait remporter pour être capable ensuite de choisir les bons cas. Et j'aime toujours faire le point que ça, c'est une liste vivante. J'ai des clients qui maintiennent des listes de comme ils peuvent commencer avec 30 idées de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, par exemple, FME et FME Server. Et avec le temps, alors on priorise la liste et eux autres, ils commencent à développer leur projet, mais la liste elle-même, elle évolue avec le temps. Il y a des nouveaux besoins ou parfois un système a été changé, alors un besoin va avoir changé de contexte, par exemple. Et finalement, une fois qu'on a cette liste-là, on met en place les projets. Souvent, à ce moment-là, on va aller plus profondément dans le processus pour évaluer vraiment le vrai potentiel gain, mais souvent, ça prend une stratégie opérationnelle pour être capable de commencer quelque part. Comme j'ai dit, plusieurs clients qu'on a fait cet exercice avec, on regarde à une liste de peut-être une vingtaine, une trentaine d'idées et on fait cette analyse-là pour comme les catégoriser et ensuite faire un plan d'attaque de comment est-ce qu'on va les implanter. François? Oui, la dernière portion, exact, la dernière portion du sondage, donc on a parlé de stratégie, puis là, tu viens d'énumérer justement différentes, je dirais différentes tactiques. Bien, on veut savoir si justement, quelle affirmation décrit le mieux les résultats de votre planification stratégique, puis en même temps, si vous en faites une, si vous n'en faites pas, vous allez pouvoir répondre à la troisième portion. Honnêtement, ça arrive, on le voit des fois, les gens n'en font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont vraiment pris dans les opérations, puis malheureusement, on le voit. Donc, le but, c'est un peu de voir les gens qui participent, qu'est-ce qu'ils ont, dans quelle situation ils sont. Encore des votes qui rentrent. Quelques secondes. Je vais publier.
Donc, on voit qu'il y a un petit peu moins que 50% des gens qui voient des bénéfices notables comme résultat de leur planification stratégique. Il y en a un petit peu plus qu'un tiers, 38% qui voient des bénéfices, puis il y en a 15% qui, pour plein de raisons, n'ont pas le temps de le faire. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu hier là, au niveau là, de la présentation là, en anglais qu'on a faite. Oui, je continue. Absolument. À moins que tu aies un commentaire à faire là-dessus. Non, pas Non, nécessairement. pas tant. C'est bon. OK. Et là, je veux finir juste avec, alors là, on implante une stratégie de comment est-ce qu'on veut aller chercher des améliorations. Donc là, comme j'ai dit, je pars d'une stratégie tactique et opérationnelle. Donc, je pars d'une stratégie plus globale, mais après ça, ça prend des tactiques et ça prend des opérations. Et comme j'ai dit, j'ai parlé aujourd'hui du point de vue de l'automatisation et l'intégration parce que le thème, souvent, c'est autour de comment est-ce que je peux utiliser FME et FME dans un contexte avec des outils d'Esri pour être capable d'aller chercher des améliorations de performance. Donc, je vais parler un peu de différents contextes d'exemples. Donc, par exemple, le premier, c'est un client qui a automatisé l'automatisation de l'information capturée sur les travaux des patrouilles routières. Donc, ce client-là avait un objectif. Donc, on commence toujours par un objectif de recueillir des données sur les opérations de patrouilles routières pour améliorer le processus de litige juridique. Donc, il y avait un besoin. Donc, l'auditeur général de la ville avait fait une recommandation que la ville devrait être en mesure de fournir les informations dans les cas de litige, par exemple. Donc, les enjeux d'affaires de ce projet-là, c'était l'amélioration des opérations d'entretien des routes. Donc, être capable de capturer et opérer plus efficacement l'entretien. Et l'autre enjeu d'affaires, c'est d'être capable d'efficacement fournir les informations aux services juridiques de manière efficace. Donc, être capable de les donner les outils pour aller chercher l'information qu'ils ont besoin qui vient du département géomatique automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme méthodologie? Ils ont décidé, la ville, le département de géomatique a décidé, au lieu d'acheter un outil vraiment précis pour ce besoin-là, ils ont décidé d'exploiter et optimiser les outils existants. Donc, ils ont utilisé un mélange de technologie Esri et de FME et FME Server pour mettre en place la solution pour rencontrer ces besoins d'affaires. Donc, ils ont implanté l'utilisation de Quick Capture sur le chantier pour faire de la collecte des données. Donc, une collecte de données le plus simple possible par les gens sur le terrain, parce qu'il y a quand même toujours une gestion de changement nécessaire à ces processus-là. Ils ont utilisé une tâche planifiée sur FME Server pour consolider les données qui sont capturées et les envoyer dans un format Excel. Et ça, c'était pour démarrer les gestionnaires de leur donner l'information dans un format qu'ils étaient habitués à voir et que des outils dans lesquels ils étaient à l'aise à utiliser. OK? Après ça, ils ont développé un dashboard dans Esri pour fournir l'information d'une manière spatiale, pour être capable de faire de la planification et faire de l'analyse d'une façon visuelle avec des données géomatiques. Et finalement, ils ont utilisé de l'automatisation dans FME Server pour deux besoins. Un, c'est d'être capable de créer automatiquement des tâches dans leur système de gestion des tâches de travail. Et que je crois, eux autres, je ne me souviens pas si c'était CityWorks ou Maximo. C'était CityWorks, Leslie. C'était CityWorks, OK. Oui. C'est de créer des work orders dans CityWorks. Et l'autre automatisation, c'est d'être capable d'avoir un outil pour que les gens du département juridique étaient capables d'aller faire l'extraction de l'information dont ils avaient besoin. Donc, ils fournissent des réponses à certaines questions, quelles données ils ont besoin, et un processus FME fait l'extraction et leur rend l'information dans le format qu'ils ont besoin. Donc, ils ont été capables d'implanter ces outils-là en automatisant certaines parties pour que ça a l'air comme un système de l'externe, mais en réalité,
on a différents outils pour ceux qui sont sur le terrain versus ceux qui ont besoin de l'information à la fin versus les gestionnaires qui ont besoin de l'information pour faire la gestion des travaux. Donc, on voit comment la façon que FME s'insère, c'est toujours en arrière des scènes. C'est jamais quelque chose qui est comme évident, mais la façon d'être capable de relier l'information ensemble en arrière des scènes pour fournir les bonnes informations dans le format et dans la forme nécessaire pour les différents intervenants. Donc, pour eux, alors qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux concepts de performance géospatiale. Donc, l'idée de mettre les données SIG au service des entreprises, donc améliorer la performance de mes opérations d'affaires et de mes processus d'affaires avec des données géomatiques et la capacité de fournir les services et les produits. Donc, du premier côté, ils ont été capables d'améliorer les opérations de l'équipe de terrain. Donc, faire la répartition des équipes plus efficacement, éviter d'imprimer les cartes et les autres commandes de documents, éviter les doubles de saisie. Et le département légal était capable d'obtenir l'information dont ils avaient besoin au moment qu'il y avait besoin. Et ça leur a permis aussi de rencontrer les besoins d'affaires de la conformité aux recommandations du vérificateur. De l'autre côté, pour le département géomatique, ils étaient capables de faire l'intégration de leurs différentes applications d'une façon efficace et ils ont été capables d'offrir les données dans la forme nécessaire pour les différents intervenants au bon moment. Et ça, c'est l'automatisation qui a permis cette capacité-là. Ça, c'est un projet d'un autre client qui a fait un portail citoyen pour gérer les nids de poules dans la ville. Je pense que pour moi, les nids de poules sont un sujet d'intérêt cette année. Il y en a beaucoup à cause du type d'hiver avec le gel puis le dégel qu'on a eu tout le long. Alors, l'enjeu d'affaires ici, c'était un mix d'améliorer les opérations des réparations, mais aussi améliorer la transparence envers les citoyens et réduire le nombre d'appels de citoyens à la ville. Donc, la méthodologie, c'était d'être capable de créer des outils pour saisir l'emplacement des nids de poules. Donc, ça peut être fait par les citoyens et les équipes routières. Les gestionnaires aux travaux publics ont des outils pour être capables de gérer le travail, par exemple. Et ensuite, des automatisations en arrière des scènes sont capables de faire la consolidation de l'information automatiquement. Donc, c'est vraiment un différent outil qui est utilisé pour le citoyen que l'outil utilisé pour les travailleurs sur le chantier, que l'outil qui est utilisé pour faire la gestion des travaux. C'est vraiment différents outils, mais en arrière des scènes, c'est l'automatisation qui rend l'information à la bonne place. Donc, dans ce cas-là, c'est surtout du côté FME, c'est surtout des tâches planifiées qui fait la consolidation de l'information et pour le rendre disponible à différents, dans les différentes applications en arrière des scènes. Mais il y a aussi une tâche planifiée pour faire une production d'un rapport qui va donner, qui met sur leur site de données ouvertes, là, le nombre de nids de poules corrigés ou réparés, je veux dire. Donc, pour eux autres, encore une fois, si on regarde utilisation d'outils géomatiques dans les services, des opérations plus efficaces au terrain, ça fournit l'information éventuellement pour les ingénieurs qui vont sûrement utiliser cette information pour les plans d'intervention et le département administratif qui reçoit moins d'appels de les citoyens pour gérer les nids de poules parce qu'il y a maintenant une façon que les citoyens peuvent accéder et offrir et rendre cette information à la ville plus efficacement via une carte. Pour le département de géomatique, ils sont capables de prendre ce qui est différentes applications et systèmes et avec l'automatisation, des automatisations dans Esri et des automatisations avec FME, sont capables de rendre l'information à chaque étape d'une façon efficace au lieu d'avoir
du transit manuel d'informations d'un système à un autre. Et le dernier, c'est pour faire le dernier exemple, c'est un client qui voulait développer un moyen de suivre en temps réel les opérations d'inspection des conduites sur le terrain. Alors, ils utilisaient beaucoup de papier dans le passé pour faire le suivi. Donc, c'est l'idée d'enlever on imprime des cartes, on les envoie sur le chantier, on imprime beaucoup de papier pour être capable d'essayer de gérer l'information. Ensuite, l'information doit retourner du chantier, on doit faire un suivi de ce qui a été fait. Donc, c'est vraiment pour améliorer la performance de ce processus-là. Et ça donne deux bénéfices. Un, on peut sauver du temps dans la gestion parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps à imprimer du papier et à gérer les travaux d'une façon manuelle. Mais aussi, on a l'information beaucoup plus rapidement et presque en temps réel du suivi des opérations. Donc, on est capable de réagir beaucoup plus rapidement. Donc, l'idée, c'était d'être capable d'exploiter plus efficacement les travaux sur le terrain. Donc, la solution, encore une fois, c'est un mélange d'outils. Donc, c'est vraiment des outils FME et des outils d'Esri qui travaillent ensemble pour offrir ce qui est une solution, mais il y a vraiment des automatisations pour exploiter l'information derrière les scènes. Donc, Tracker for ArcGIS était utilisé pour capturer les points de suivi des véhicules. Une tâche planifiée sur FMR Server faisait de l'analyse des chemins suivis versus les conduites pour être capable d'automatiquement déterminer quelle conduite avait été inspectée par proximité. Et une tâche planifiée automatiquement fait le calcul des sommes de travail par jour pour être capable d'envoyer cette information-là dans SAP. Parce que SAP, c'est l'application utilisée par les planificateurs. Donc, souvent, on voit que, si on regarde les trois projets, souvent, la géomatique s'insère dans un plus gros processus. Par exemple, les planificateurs utilisent SAP pour gérer le travail, les camions, c'est des travailleurs sur le chantier avec des camions, avec différentes applications. Et les outils géomatiques font partie de ce processus, une partie intègre de ce processus de capture de cette information-là. Mais en utilisant de l'automatisation, on est capable de rendre l'utilisation de la géomatique dans ce contexte-là beaucoup plus efficacement que d'avoir un papier et avoir un système sur le côté pour gérer l'information. Alors, l'idée ici, c'était de regarder comment est-ce qu'on peut utiliser une stratégie pour améliorer nos processus, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre ça et regarder et améliorer vraiment la performance de mon équipe ou la performance de l'organisation en utilisant des données géomatiques. Alors, l'idée, c'était de regarder ça selon ces deux thèmes-là, de regarder nos projets à comment est-ce qu'on amène la valeur à l'organisation et aussi comment est-ce qu'on le fait le plus efficacement possible, sachant que le nombre de demandes et le nombre de façons que la géomatique peut aider dans d'autres opérations et d'autres lignes d'affaires d'une organisation augmente avec le temps. François, voulais-tu dire quelque chose en conclusion? Oui, ben, j'étais occupé dans le questions et réponses. Justement, quelqu'un posait la question, si la présentation est enregistrée. Oui, absolument. La présentation est enregistrée. Autant pour les participants que ceux qui sont inscrits et qui n'auront pas eu la chance de participer live. Sinon, ben, là, je vois certains emojis de la présentation, mais si vous avez quelques questions, il reste encore un petit peu de temps, là, je pourrais les partager à Leslie. Ou s'il n'y a pas de questions à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Puis, bien, évidemment, si vous souhaitez discuter de ce qui a été présenté aujourd'hui, que ce soit sur le concept en général ou sur les présentations de type client, ça va nous faire un très grand plaisir justement d'en discuter avec vous. Donc, je ne vois pas de
questions? Est-ce que je vois des questions? Non. Donc, ben, merci beaucoup. Je vais mettre fin à ce moment-là à la présentation, puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Ouais.